Donc là, maintenant, la première partie qui était vraiment à destination presque, j'ai envie de dire, voilà, de tout le monde, de toute personne, soit qui anime, soit qui veut développer même son atelier de sensibilisation. Là, maintenant, on va aller sur comment augmenter l'impact de ces ateliers. Et donc, c'est vraiment pour les animatrices et animateurs de l'atelier, indépendamment de si on veut soit diffuser après avoir créé le sien, par exemple, d'atelier de sensibilisation. Donc là, la première question, c'est quel est l'élément central de l'impact d'un atelier de sensibilisation à votre avis? Donc là, pareil, vous pouvez écrire dans le chat. Et pour vous guider un peu, la question, c'est par exemple, est-ce que c'est la façon, si on prend la frise du climat, la clarté avec laquelle vous allez expliquer la poussée d'Archimède? Donc là, on a les émotions provoquées. Alors, attendez, hop, les émotions provoquées, l'écoute, la compréhension du système, l'intelligence collective, la bienveillance, participation active, le collectif, le moment ah la dynamique de groupe, l'impact émotionnel, émotion et pouvoir d'agir, l'énergie créée dans le groupe, l'identification, le groupe. Bon fonctionnement du groupe. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais en tout cas, bon, si j'y reviens un peu après, mais moi, globalement, la conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que comme c'est une expérience humaine et qu'on est des êtres humains, finalement, ça dépend. Si je devais retenir un élément, c'est celui de l'alliance. Qu'est-ce que c'est l'alliance? Donc, c'est le lien qu'on est capable de créer en tant qu'animatrice ou animateur avec son groupe. Et plus ce lien qu'on est capable de créer est de qualité, en fait, plus il pourrait y avoir une profondeur dans la transformation des participants et participantes. Je crois que c'est Antoine Rabin qui a l'habitude de dire, moi, il y a des choses, si je les dis au bout de 2 minutes, je me fais sortir de la salle. Par contre, si je l'ai dit au bout d'1 heure et demie, bah là, ça passe tout seul. Et la différence, c'est quoi? Alors que c'est exactement les mêmes propos, c'est parce que finalement, il y a un lien qui a été créé, un lien de confiance notamment. Et donc, je dis ça parce que typiquement, ça permet de comprendre aussi que finalement, ça légitime des personnes qui voudraient se lancer avec des ateliers type fresque, par exemple la fresque du climat. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert du sujet. Finalement, on est tous des êtres humains et donc, oui, ce n'est pas forcément évident de créer une alliance, mais en fait, on va être capable de créer des alliances plus ou moins facilement selon les publics. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, c'est que chacun va être finalement un peu des ambassadeurs et va être capable d'aller toucher plus facilement des publics parce qu'il sera capable de créer une alliance plus ou moins facilement avec certains publics. Et donc, moi, le parallèle que je fais, c'est-à-dire que cette alliance, je l'ai vue émerger dans mon parcours de formation de coaching, mais aussi je l'ai revue dans mon parcours de psychologie, où on nous dit finalement, il y a plusieurs approches en psychothérapie, et on nous dit le point commun de toutes les psychothérapies, c'est la question de l'alliance, justement. On nous dit, selon, par exemple, si j'ai un TOC, si j'ai ce sera peut-être mieux de faire, par exemple, une approche TCC, des thérapies cognitivo-comportementales. Mais globalement, quoi qu'il arrive, pour toute raison pour laquelle je vais voir un psychothérapeute, s'il n'y a pas une alliance forte entre le psychothérapeute et la personne accompagnée, il ne se passera rien. Et donc, le parallèle que je fais, parce que moi, à mon avis, c'est pareil dans nos ateliers de sensibilisation, si finalement on n'est pas capable de créer un lien fort avec nos participants, en fait, tout ce qu'on dit, c'est comme si on arrosait le désert, il ne se passe rien, il n'y a pas de potentiel de transformation. Et donc, dans mes cours de psychologie, on nous dit qu'il y a 3 ingrédients à cultiver pour favoriser cette alliance dans le cadre d'une psychothérapie, mais à mon avis, c'est la même chose pour un animateur ou une animatrice avec son groupe. C'est d'abord avoir un regard positif inconditionnel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'ai des participants qui, par exemple, à un moment donné, ça arrive, peuvent dire soit des grosses bêtises, soit être de mauvaise foi, etc. Nous, en tant qu'animatrice ou animateur, on n'a aucun intérêt à quitter ce regard positif inconditionnel. Parce qu'en quittant ce regard positif inconditionnel, on prend le risque à la fois de briser le lien qui nous relie à cette personne-là, mais aussi avec le reste du groupe, parce que le reste du groupe voit comment on se comporte avec cette personne-là. Et donc, finalement, on a plus à perdre qu'à gagner. Le deuxième, c'est faire preuve d'empathie. Ça veut dire quoi? C'est être capable de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si cette personne elle a dit une grosse bêtise, c'est de se demander pourquoi elle a dit cette grosse bêtise. Pourquoi est-ce qu'elle fait preuve de mauvaise foi? Et finalement, en étant capable
de se mettre à la place de l'autre, on va être capable de préserver cette alliance et peut-être même d'aller chercher cette personne, puisqu'en rejoignant son monde, on va être capable de la faire cheminer plus facilement que si finalement on ne se rapproche pas d'où elle part. Et le troisième, c'est être congruent. En gros, être congruent, c'est quoi? C'est quand ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense sont alignés. Donc là, l'idée, c'est au maximum, quand on dit des choses, il faut les penser. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure, pour créer des vocations, en fin d'atelier, on peut dire à quel point la fresque du climat, par exemple, a contribué à changer sa vie, à nous faire rencontrer plein de gens super chouettes. Et ça, il faut le dire, mais seulement si c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à dire des choses qui ne sont pas vraies parce que les gens le sentent et du coup, ça brise l'alliance. Donc, voilà pour la question de l'alliance qui est pour moi vraiment, plus le temps passe, plus je me dis que c'est la question clé. Et donc ça, c'est après l'enjeu, c'est comment transmettre ça à un maximum d'animatrices et animateurs. Du coup, dès la formation, à mon avis, c'est quelque chose à mettre vraiment en avant. Et un conseil supplémentaire, moi, la petite bonne pratique que je fais, c'est que j'essaie toujours de retenir les prénoms des participants. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des gens que je ne connais pas, par exemple quand j'interviens en entreprise ou en grand public, que je ne connais pas, mais j'ai fait l'effort de retenir leur prénom, et ces personnes-là, en fait, c'est comme si on passait une relation anonyme avec un animateur et un participant à deux êtres humains qui rentrent en relation. Et donc, forcément, ça contribue grandement à construire cette alliance. Ce lien fort qui est quand le terreau fertile a une transformation profonde. Donc, petite question là, introductive. Donc je lance le 5e sondage. À votre avis, faut-il faire peur ou susciter le désir pour maximiser les chances que quelqu'un change? En gros, c'est un peu ce fameux débat de est-ce qu'il faut faire peur ou donner envie? C'est un débat qui revient assez souvent. En tout cas, moi, j'ai l'impression, dans les échanges que je peux avoir avec un certain nombre d'animatrices ou animateurs. Mais pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de débat. Si je partage les résultats, vous dites majoritairement le désir. Voilà, à dessein, c'était une question binaire. Donc, voilà, moi, je vais faire une réponse qui ne sera pas binaire. Donc, c'est un peu la triche parce que je ne vous ai pas laissé la possibilité de ne pas répondre comme ça. Mais en gros, donc là, j'ai d'abord évoqué des travaux, mais rapidement, que j'ai évoqués dans l'épisode 1. Donc, il y a des travaux en psychologie sociale qui montrent que la mise en mouvement sur des sujets anxiogènes, par exemple le dérèglement climatique ou les autres limites planétaires, l'effondrement de la biodiversité par exemple, ce n'est pas qu'une question de connaissance. Au contraire, plus on transmet des connaissances sur ces sujets-là, plus il y a un risque fort de déni, parce qu'il faut voir un petit peu la psyché humaine comme évoluant entre un plafond et un plancher. Et si finalement je franchis le plafond, là, la personne, c'est trop anxiogène, et du coup, c'est là où il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place. Par exemple, c'est là où vous pouvez avoir dans vos ateliers fresques des blagues qui sont faites, des personnes qui sortent leur portable, des personnes, voilà, elles cherchent à s'échapper, entre guillemets. Et en même temps, on le verra, si vous êtes trop proche du plancher, il ne se passe rien, la personne, elle est à peine attentive, il n'y a aucune transformation qui peut se passer. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut toujours réunir 4 ingrédients pour maximiser les chances d'un passage à l'action. Le premier, c'est faire percevoir la gravité du danger. Le deuxième, c'est la perception de la vulnérabilité à ce danger. Autrement dit, OK, là, ce n'est pas que les ours polaires qui vont être privés de leur banquise si on prend le dérèglement climatique. Ce n'est pas que des gens qui habitent loin, ce n'est pas que les générations futures, mais c'est maintenant, c'est ma famille, c'est mes proches. Et donc, mais l'idée, c'est que si on s'arrête là, donc là, globalement, ces 2 ingrédients-là, normalement, ils génèrent de la peur. Mais si on s'arrête là, c'est là où on peut laisser les gens en situation où ils se sentent impuissants et c'est foutu. Et donc, c'est hyper important d'accompagner de 2 autres ingrédients que sont des pistes d'action efficaces et un sentiment d'auto-efficacité. Autrement dit, comment est-ce que je peux y contribuer et c'est pas foutu. Et donc, c'est pour ça que globalement, je dis ces 2 éléments-là, c'est la peur, Thanatos, et ces 2 éléments-là, c'est plutôt cette idée de désir, Eros. Et donc, par rapport à ça, globalement, pour maximiser l'impact d'un atelier de sensibilisation, on peut dire qu'il est important de procéder en 2 temps. Donc, ce n'est pas un ou, ce n'est pas soit de la peur, soit du désir, mais l'idée, c'est que ce serait de combiner les 2. Et donc, d'abord, il y aurait cette idée dans tout atelier, on commence par comprendre, donc c'est un peu la séquence peur-Thanatos, avec cette idée que finalement, si les participants n'ont pas peur, c'est qu'ils n'ont pas compris.
Mais ça, c'est que la première partie de l'atelier. La deuxième, c'est vraiment agir. Et donc là, c'est plutôt la séquence désir-éros. Et donc là, sans ça, il y a un risque, comme on l'a dit tout à l'heure, de retomber dans le déni et de ne pas intégrer l'expérience dans sa vie. Donc, c'est comme si un petit peu on avait arrosé le désert, voire même on a renforcé un traumatisme et un biais où les gens voudront encore moins s'exposer. Et par rapport à ça, moi, je sais qu'il y a Julien Marcinkowski qui a tendance à dire, lui, dans ses ateliers qu'il conçoit, il a tendance à toujours faire du 1/3, 2/3. 1/3 sur finalement la compréhension qui génère du coup une grande peur, mais par contre 2/3 sur l'action, parce que voilà, c'est pas toujours évident de remonter les gens. Et du coup, en termes de ratio, il faut y passer un peu plus de temps. Donc là, je passe sur une deuxième étude que je n'avais pas partagée dans le premier épisode. Donc là, pour le coup, c'est nouveau. À votre avis, quelles sont les 3 étapes par lesquelles il faut faire passer quelqu'un pour favoriser sa mise en mouvement? Donc là, vous pouvez répondre dans le chat. OK. OK, je vois OK, vous avez raté le 4e ingrédient. OK, je vous le remontre. Le 4e ingrédient, c'était un sentiment d'auto-efficacité et des pistes d'action efficaces. En gros, c'est l'idée de se dire, je peux contribuer à ce sujet-là, donc ça vaut la peine que je consacre du temps de cerveau disponible. Et le sentiment d'auto-efficacité, c'est aussi cette idée, globalement, ça peut avoir un impact. Autrement dit, c'est pas foutu. Donc là, globalement, ça, je pense que vous l'avez eu. Et donc là, les 3 étapes, donc là, je vois qu'il y a quelques réponses. Tête, cœur, jambes, peur, déni, action, tête, cœur, jambes, comprendre, imaginer, trouver sa manière d'agir, compréhension, chemin possible, capacité à atteindre le résultat, le changement est nécessaire, l'action est urgente, j'ai des moyens d'agir, je comprends, je vois où aller, je prends conscience. Ouvrir les yeux, renoncer, imaginer, prise de conscience pour agir. Ouais. Alors, ouais, ça résonne pas mal. Donc ça, moi, en fait, c'est comme cette idée que l'être humain, c'est un être d'habitude. C'est-à-dire quand on voit comment notre cerveau fonctionne, dans notre cerveau, c'est comme si, entre guillemets, on avait des autoroutes neuronales. C'est-à-dire que toujours cette idée un peu d'optimisation d'énergie, on a tendance à prendre toujours les mêmes chemins neuronaux dans notre cerveau. Et du coup, il y a vraiment une prime au statu quo, au fait qu'on ne veut pas changer. Et la deuxième idée, c'est que typiquement, si j'illustre donc la dissonance cognitive, c'est quoi? C'est quand mes actions sont en contradiction avec mes valeurs. Et quand mes actions sont en contradiction avec mes valeurs, dans le même principe, c'est-à-dire comme on est un être d'habitude, on va toujours avoir tendance à privilégier le fait de se raconter des histoires pour ne pas avoir à changer plutôt que de changer nos comportements. Donc, on va dire, par exemple, voilà, je fais une fresque du climat, je comprends que finalement, il y a un vrai problème et que je contribue par mes actions petites et grandes à ce problème-là. Et plutôt que de dire, OK, je vais me mettre en mouvement pour changer mes actions, mon premier réflexe, ça va peut-être être de dire, finalement, c'est à l'État d'agir. C'est-à-dire que si l'État, à un moment donné, il change la façon dont le territoire est aménagé, j'aurais plus besoin de prendre ma voiture. Donc, c'est à l'État d'agir et j'agirai quand l'État m'aura permis de ne plus prendre ma voiture. Donc voilà, ça c'est juste pour dire que finalement, nous, quand on fait des ateliers de sensibilisation, on se bat contre le statu quo qui a un avantage, puisque finalement, on a plutôt, en tant qu'être humain, une prime au statu quo, au fait de ne pas changer. Et donc, des travaux en psychologie sociale montrent qu'il faut faire passer les êtres humains par 3 étapes pour favoriser leur mise en mouvement. Donc, la première, c'est la conscience que le statu quo doit être changé. La première étape. Donc, autrement dit, c'est l'idée que, en fait, si quelqu'un pense que, par exemple, je prends l'exemple de personnes qui seraient, on va dire, climato-sceptiques ou pour reprendre la typologie de Pablo Servigne qui dit qu'il y a 4 types d'attitudes par rapport aux enjeux écologiques. Il y a notamment l'optimiste passif. L'optimiste passif, c'est notamment, on dit, le partisan de la technologie va nous sauver. Il y a juste la technologie, le progrès technique, etc. Il n'y a pas besoin de… Et cette personne-là, globalement, elle part du principe qu'on est en train de régler les problèmes les uns après les autres. Donc, en fait, tant qu'on croit qu'on règle les problèmes les uns après les autres, on ne va pas bouger le petit doigt pour changer. Donc, c'est vraiment hyper important. Et typiquement, normalement, la fresque, la partie 1 de la fresque, contribue à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on prend conscience que non, on n'est pas en train de régler les problèmes les uns après les autres. Là, on franchit les limites planétaires les unes après les autres. Et donc, il faut changer ce statu quo parce qu'entre guillemets, on va droit dans le mur. Une fois que la personne a pris conscience
à votre avis, c'est quoi la deuxième étape? Une fois qu'il a pris conscience, et donc il faut changer. À votre avis, c'est quoi la deuxième étape? Donc là, elle se dit, OK, là, j'ai fait la partie carte de la fraise du climat. J'ai pris conscience qu'il fallait changer. Effectivement, Aurélien, c'est un tout pile. C'est on peut changer. Et donc là, l'idée, c'est de nouveau, c'est-à-dire que si on se dit, OK, le monde est injuste, OK, on est en train d'aller droit dans le mur, mais si on se dit, la façon dont notre société fonctionne ne pourrait pas fonctionner différemment, ou autrement dit, par exemple, notre cerveau est programmé pour détruire la planète, tant qu'on se dit qu'on est programmé pour détruire la planète, lié à notre cerveau ou lié à d'autres choses, à des puissances, des choses comme ça, bah forcément, en fait, on a beau se dire, OK, donc le monde est injuste, mais de toute façon, comme on ne peut rien faire, bon, bah, on va se contenter d'accepter ce qui se passe. Et donc, pareil, tant qu'on pense qu'on ne peut pas changer le statu quo, on ne lève pas le petit doigt. Et donc là, bah, c'est notamment ce qui est important à cette étape-là, ça peut être de montrer des précédents. Puisque l'être humain, souvent, les précédents fonctionnent assez bien, puisque ça montre que si d'autres êtres humains l'ont déjà fait, c'est que c'est possible. Et donc, nous, je sais que, bon, je vais revenir après. À votre avis, la troisième étape, donc on a, il faut changer le statu quo, on peut changer le statu quo, ce serait quoi la troisième étape? Alors, on a déjà, il faut, on peut, on, ouais, on a les moyens, j'ai envie, on va changer, c'est souhaitable. Ouais, c'est le comment. Je sais comment. La troisième étape, c'est le comment. C'est d'avoir des idées sur comment contribuer à changer le statu quo. C'est-à-dire que là, moi, d'où je suis placé, sur mon endroit singulier de la toile du vivant, comment est-ce que moi, je peux contribuer à changer ce statu quo? Donc, et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que finalement, quand on anime des ateliers comme ça, euh, ou qu'on échange avec des personnes, aller à l'étape 2, le on peut, ou le 3, comment, avec quelqu'un qui n'aurait pas déjà franchi l'étape 1, c'est inefficient. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, tant qu'elle n'a pas compris il était à la fois vital, mais même d'un point de vue de ses valeurs. C'est-à-dire que normalement, quand elle a vraiment compris qu'il fallait changer le statu quo, contribuer au statu quo, ça la fait rentrer en dissonance cognitive. C'est contraire à ses valeurs. Donc, c'est vraiment d'avoir en tête que quand on conçoit un atelier, c'est toujours hyper important de commencer par cette première étape qui est faire prendre conscience que le statu quo est illégitime. Là, c'est une remarque que je fais, et c'est ce qu'on fait par exemple avec la fraise des nouveaux récits, et c'est quelque chose que j'avais vu dans des travaux en psychologie, c'est l'idée que finalement s'appuyer sur le pouvoir de la projection pour l'étape 3, le comment, c'est assez puissant parce qu'en fait, c'est basé sur les principes de la sophrologie. Si je ferme les yeux et je pense par exemple à une plage, ou si je suis effectivement sur une plage, pour mon cerveau, c'est quasiment la même chose. Et donc finalement, si dans le cadre, par exemple, on peut le faire aussi pour une fraise du climat, c'est-à-dire qu'on va se projeter les gens entre maintenant et je sais pas, on va dire 2025 ou 2030, et en fait, ils vont faire le chemin suffisamment concrètement, et ben en fait, dans leur cerveau, c'est comme s'ils avaient déjà fait le chemin. Et donc, ça augmente grandement la probabilité qu'effectivement, ils passent à l'action. Et donc, voilà, c'est une manière de rendre plus puissant encore le comment, c'est de s'appuyer sur le pouvoir de la projection. Alors, question introductive. Qui a déjà participé à un atelier de travail qui relie? Vous répondez. Alors, je vois qu'il y a à peu près 14%, 14% qui ont participé à un atelier de travail qui relie. Hop. Donc, bon, ça va vous parler quand même, mais en tout cas, ceux qui ont fait un atelier de travail qui relie, ça va vous parler encore plus ce que je vais dire là. Donc, l'idée, c'est que dans les ateliers de travail qui relie, il y a 4 temps. Il y a d'abord, on commence par s'ancrer dans la gratitude. Ensuite, on a une étape, honorer ses souffrances pour le monde. Ensuite, on change de regard sur le monde. Et après, on va de l'avant. Et c'est l'idée que finalement, un atelier fresque du climat, on peut le concevoir aussi comme ça. Et moi, je conçois mon atelier comme ça. C'est-à-dire que j'ai cette dynamique en tête, puisque là, en fait, la dynamique énergétique, elle correspond un petit peu à cette courbe aussi. Donc là, si on prend les 4 temps, au départ, moi, je permets aux participants de s'ancrer dans la gratitude en partageant une pépite dans le cadre de leur brise-glace, donc leur dernier très bon moment. Ensuite, globalement, on est au plus bas, c'est cette phase honorer ses souffrances qui sont notamment générées par les 4 cartes de la fin. Ensuite, on a un changement de regard, changer de regard. Donc moi, c'est pour ça que j'appelle toute cette phase-là voyage dans le monde d'après.
c'est l'idée de dire que dans le monde d'après, on aura changé notre rapport aux émotions, parce que moi, j'ai la conviction qu'on est capable de scier la branche sur laquelle le vivant est assis, parce qu'on s'est coupé d'une partie de notre intelligence que sont les émotions. On aura aussi finalement intériorisé les ordres de grandeur. Donc, c'est pour ça qu'on sera inconsciemment compétent, c'est-à-dire qu'on sera capable de faire des arbitrages quotidiennement sans avoir besoin de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour préserver l'habitabilité de la Terre. On fera plus de calcul, de bilan carbone, de trucs comme ça, entre guillemets, dans nos quotidiens. On aura intériorisé ça. Et on aura changé notre regard sur le fait qu'on n'est pas impuissant, mais qu'on peut tous agir. C'est pour ça que je dis voyage dans le monde d'après, en fait. Et la quatrième idée, c'est aller de l'avant. Ben voilà, si on sort finalement de cet atelier et on a cultivé un terreau qui nous permet d'intégrer ça dans sa vie et du coup, vraiment qu'il y ait un avant après l'atelier. Donc, pour maximiser les chances d'une transformation profonde, là, si je regarde d'autres ingrédients, certains l'ont dit tout à l'heure, mais il est important de toucher les 3 dimensions de la personne humaine. Donc, le fameux tête, cœur, corps, et de respecter une certaine dynamique. Donc, pourquoi c'est si important le tête, cœur, corps? C'est notamment les 3 composantes de l'attitude en psychologie. Donc, c'est sur tout sujet, par exemple le dérèglement climatique, je vais avoir la dimension cognitive. C'est les connaissances que j'ai sur le dérèglement climatique. J'aurai la dimension affective, c'est les affects, c'est à quel point je me sens touché, lié par le sujet. Et puis, j'ai la dimension cognitive, c'est les comportements, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ce sujet. Et donc, finalement, si on prend la fresque du climat, on peut voir que j'ai repris aussi cette dynamique toujours. On a au début un brise-glace et l'introduction, globalement, on peut dire que c'est la partie cœur. C'est là où on essaie de créer un lien fort avec les gens. Ensuite, on a la partie tête avec la partie carte. Ensuite, on a la partie un peu corps avec le côté créativité. Après, voilà, ce n'est pas binaire, c'est-à-dire que globalement, la partie créativité, il y a aussi des émotions. La partie ancrage des 6-7 idées clés, c'est la tête. Après, on a les émotions. Voilà. On voit que globalement, la fresque du climat, maintenant, de plus en plus, à l'origine, elle était peut-être surtout tête avec les cartes. Et au fur et à mesure, elle commence un petit peu à s'enrichir et à vraiment s'adresser aux 3 dimensions de la personne humaine. Voilà, vu que je suis un peu en retard, je ne vais pas vous poser cette question-là. Et moi, l'idée, globalement, c'est à travers mes ateliers, j'essaie de transmettre des principes actifs, c'est-à-dire des éléments qui vont continuer à agir chez les participants à la fin de l'atelier. Et donc, le premier principe actif, c'est d'essayer de contribuer à un changement de regard sur leur pouvoir d'agir. Parce que finalement, moi, si je peux témoigner d'une chose, c'est que j'ai fait des ateliers dans plein de contextes, membres, grand public, entreprises, politiques, que ce soit des hauts fonctionnaires, des membres du CAC 40, des dirigeants, etc. Ce que je vois le plus universellement partagé, c'est l'impuissance. Et on retrouve cette impuissance dans l'étude Parlons Climat, où on dit que c'est le 2e sentiment le plus partagé chez les Français, c'est qu'en fait, ils se sentent impuissants. Et donc, finalement, changer ce regard-là, c'est-à-dire faire prendre conscience à tout le monde qu'en fait, comme tout est lié, il n'y a personne qui est impuissant. En fait, c'est cette idée de responsabilité commune mais différenciée. Certains ont plus de pouvoir que d'autres, mais personne n'est impuissant. On voit bien avec un regard de psychologue social, si pour un système donné, tous les éléments de mon système se sentent impuissants, mon système va changer beaucoup moins rapidement que si tous les éléments de mon système se sentent avoir du pouvoir d'agir. Et donc, moi, c'est vraiment ça notamment que j'essaye, c'est de changer ce regard, puisque ça, je sais que c'est pour ça que je parle de principe actif, c'est que ce principe-là va continuer à agir même après l'atelier. Avez-vous déjà entendu parler de la légende amérindienne? Là, j'imagine qu'on devrait avoir des ratios assez élevés. Hop. Alors, la réponse est oui à 90%. En gros, la légende amérindienne, c'est cette idée d'un petit colibri qui est le plus petit des oiseaux. Il y a un incendie qui est en train de brûler la forêt. Et lui, avec son petit bec, il essaie d'éteindre l'incendie en amenant de l'eau de la rivière. Et il y a un autre animal qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'as qu'à faire comme tout le monde, il faut fuir l'incendie. » Parce que tous les autres animaux de la forêt fuient l'incendie. Et lui, il dit, entre guillemets, moi, je sais que si globalement tous les animaux faisaient comme moi, on pourrait éteindre l'incendie. Mais ce qui compte pour moi, finalement, c'est de faire ma part. Et donc, moi, j'ai constaté que finalement, cette idée de faire sa part, c'est quelque chose qui marche avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Et donc, moi, l'idée, ce que j'essaie de transmettre, c'est cette idée des marges du pouvoir, qui a un itinéraire pour augmenter son pouvoir d'agir. Donc, je ne vais pas y revenir, mais j'en parle dans l'épisode 1. Mais globalement, c'est cette idée que j'essaie de transmettre l'idée que finalement, on peut passer de l'état, c'est un peu la version Pokémon, entre guillemets, du colibri. C'est-à-dire qu'on peut passer, moi, par exemple, j'étais avocat d'affaires avant,
Et moi, je considère à titre personnel que j'étais plutôt un corbeau. C'est-à-dire que je ne contribuais même pas à faire ma part. C'est-à-dire que je sabotais et je freinais. Je ne contribuais pas à ce que ça aille dans la bonne direction. Et ben, globalement, notamment en me formant à la fresque du climat, je suis devenu un petit colibri. J'ai commencé à faire ma part. Mais le principe du colibri, c'est que vu que c'est un petit oiseau, il a un petit pouvoir d'agir. Et ce que j'essaie de transmettre aux participants, c'est de dire que finalement, tous autant que vous êtes, et c'est pareil pour une entreprise, une organisation, elle-même, elle peut passer du petit colibri à finalement un aigle royal à la fin, avec un gros pouvoir d'agir. L'exemple qu'on peut donner, c'est Thomas Wagner. Thomas Wagner, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'est pas loin d'être un aigle royal avec un gros impact, ou un Jean-Marc Jancovici. Mais à l'origine, peut-être que même ça a été des corbeaux, Thomas Wagner, quand il était dans la finance. Mais voilà. Et donc ça, c'est comme les êtres humains aiment évoluer, aiment grandir, aiment progresser, bah, potentiellement, si on transmet cette idée-là, ça permet aussi de dire, finalement, c'est proposer un itinéraire qui permet de grandir à la fois en pouvoir d'agir et en joie, notamment Spinoza, philosophe de la joie, c'est cette idée que la joie indique qu'on augmente son pouvoir d'agir. Donc finalement, en augmentant leur pouvoir d'agir, ils vont grandir en joie. Et globalement, tout le monde cherche à grandir en joie. Enfin, en tout cas, j'ai rencontré peu de personnes qui ne voulaient pas grandir en joie. Et donc ça, c'est une manière de cultiver une attitude optimiste active chez les participants. C'est cette idée que plus j'agis, plus je suis optimiste, et plus je suis optimiste, plus j'agis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept de représentation sociale? Donc là, j'arrive bientôt au bout. J'ai un peu dépassé mon timing initial. Hop. Hop. Alors, là, pour le coup, c'est moins le cas. 13% en ont déjà entendu parler et 88% n'en ont pas entendu parler. En fait, donc ça, je l'ai découvert dans mes études en psychologie sociale. En gros, la représentation sociale, c'est quoi? C'est la représentation mentale majoritairement partagée par une population sur un sujet donné. Et par rapport à nos enjeux, pourquoi c'est important? C'est que finalement, cette représentation mentale, elle va structurer la vision d'un individu sur un sujet, notamment via le biais d'exposition sélective. C'est-à-dire que par rapport à notre représentation qu'on a, on va concentrer notre attention ou pas. Et donc, vraiment, c'est structurant. Et ça aussi, ça influence nos comportements. Et donc, ce qui se passe, c'est que la représentation sociale concernant ce que nos sociétés doivent faire pour préserver l'habitabilité de la Terre, donc certains vont appeler ça transition, d'autres bifurcation, d'autres révolution, etc. Mais globalement, ce qu'on doit faire collectivement, moi, le retour que j'ai, c'est que souvent, quand je demande aux gens, je fais un micro-trottoir, j'en parle à droite à gauche, j'ai l'impression que globalement, pour les gens, c'est une grande privation ce qu'on doit faire. Et le problème, c'est qu'il y a un biais cognitif d'aversion à la perte chez les êtres humains. Donc moi, j'ai la conviction que si, à travers mes ateliers, je ne contribue pas à un changement de représentation mentale, mais l'idée de dire, c'est que typiquement, si toutes les personnes qui font la fresque changent leur représentation mentale, ça devient une représentation sociale. Et ben, si je ne fais pas ça, cette transition va être beaucoup plus lente que ce qu'elle pourrait être. Et donc, je cherche vraiment à contribuer à ce changement de représentation en passant d'une représentation mentale d'une grande privation, donc ce qui est maintenant le statu quo, plutôt à ce qui serait une grande substitution. Donc, comment est-ce que je le fais? Je pense que ça, vous l'avez peut-être. C'est quoi la plus grande étude sur le bonheur? Quel est le principal facteur d'une vie heureuse d'après la plus longue étude sur le bonheur? Je vous laisse écrire dans le chat. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ça commence à être assez connu dans notre écosystème. C'est la qualité des relations sociales. Cette idée, donc ça, c'est un extrait du TEDx. La convivialité et les relations sociales de qualité permettent de vivre plus heureux, en meilleure santé physique et plus longtemps. Donc, si vous voulez creuser ça, il y a ce TEDx assez connu qui, en fait, c'est un chercheur à Harvard qui, vulgarise les conclusions tirées de la recherche qui a duré des années 40 aux années 2000, où ils ont suivi des personnes et ils ont pu tirer cette conclusion-là. Et donc, moi, là, je vous donne un exemple pratique, c'est-à-dire comment j'intègre ça dans ma fresque pour contribuer à ce changement de regard. Je leur dis à un moment donné dans l'atelier, c'est-à-dire quand je suis en entreprise, j'évacue la question personnelle à ce moment-là. Je leur dis, on doit faire ça. À votre avis, quel est le principal facteur d'une vie heureuse d'après la plus longue étude sur le bonheur? Hop. Donc, et je leur dis, pour aider à accoucher de ça, je leur dis, projetez-vous sur votre lit mort à 80 ans et demandez-vous dans quelles conditions vous auriez l'impression d'avoir une vie heureuse. Et donc, en général, ils trouvent. Et là, je leur dis, regardez, votre brise-glace au tout début, c'était comme par hasard, c'était des choses comme ça. Donc, en plus de ça, ça vient encore plus valider cette étude-là, puisque donc ça augmente l'impact.
Et en même temps, voilà, je leur dis, ben, voilà, on se rend bien compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on aime faire, et il se trouve que, en fait, c'est des co-bénéfices. À la fois, on aime faire ça, et en plus de ça, ça n'exerce pas une pression importante sur les limites planétaires. Et donc, je conclus en disant, heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre est aussi ce que nous devrions faire pour être heureux. Donc ça, pourquoi c'est important comme citation? Je vais y revenir. Mais globalement, il y a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'aujourd'hui, le système actuel n'est pas conçu pour nous rendre heureux. Parce que moi, j'ai la conviction que si finalement il avait été conçu pour nous rendre heureux, ben, en fait, on aurait été jusqu'à scie la dernière branche. Mais comme en fait, ce n'est pas le cas, il y a un record d'anxiolytiques qui sont prescrits chaque année en France. Enfin, voilà, globalement, on ne peut pas dire que les gens respirent la joie de vivre. Ben, c'est finalement un gros potentiel de transformation. Et l'autre idée, c'est que finalement, il existe un chemin qui permet de sortir du dilemme. Soit je suis heureux, mais je flingue la planète, soit je suis malheureux et je préserve la planète. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, quand je dis cette citation-là dans mes ateliers, c'est comme s'il y avait le regard des personnes qui s'éclairaient en se disant, en fait, il y a un chemin qui existe. Et donc, le fait de faire ça, moi, c'est un petit peu un échauffement. Enfin voilà, et je conclue en disant, la transition peut être organisée socialement pour être non pas une grande privation, mais une grande substitution. Et donc, je leur dis, bah, globalement, l'idée, c'est de développer un rapport harmonieux et juste avec le vivant. Et donc, ça, bref, je l'ai introduit à un autre moment. Mais cette idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, c'est des théories économiques dont l'objectif est de réencastrer les sociétés humaines dans les limites planétaires, puisque pour l'instant, les théories économiques sont hors sol, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas compte des limites planétaires. Et ça explique pourquoi est-ce qu'on a pu franchir 6 des 9 limites planétaires. C'est parce qu'en fait, on n'en tient pas compte dans nos modèles. Et donc là, je dis globalement, l'enjeu à présent est d'inventer des modes de vie désirables. Donc, parce qu'en fait, tant qu'ils ne sont pas désirables, il n'y aura pas de potentiel de contagion sociale. Et là, l'idée, ce n'est pas juste soi-même de changer, c'est que globalement, il faut que ça soit massivement suivi. Et cette idée que ces modes de vie doivent être à la fois désirables et permettre la vie, c'est-à-dire qu'ils soient universalisables. Cette idée d'impératif catégorique de Kant, c'est agir de telle manière à ce que tout le monde puisse agir comme toi. Donc globalement, désirable, c'est le plancher social. En gros, c'est une société qui permet de répondre à ses besoins fondamentaux et d'améliorer la qualité de nos relations sociales. Et universalisable, bah, c'est qui ne nous conduisent pas collectivement à franchir les limites planétaires. Et le deuxième, donc voilà, moi, ce que je peux vous témoigner, c'est que je passe assez peu de temps sur la phase post-it dans mes fresques, mais le fait d'avoir fait cet échauffement-là, globalement, je n'ai pas besoin de sortir les post-it au forceps. Alors qu'avant ça, j'avais vraiment l'impression que je devais… voilà, je faisais peut-être 20 minutes, 30 minutes de post-it, et franchement, c'était laborieux, alors que maintenant, je fais parfois 15 minutes de post-it, et franchement, ça change tout. Ils sortent beaucoup plus d'actions, parce qu'encore une fois, il y a du sens pour eux, ils ont vu qu'il y avait un chemin qui existait, ils ont envie de contribuer à ce chemin, à ce qu'on prenne ce chemin. Donc là, je vous propose pour conclure, et à la fois pour ancrer ce webinaire, et me faire un feedback, puisque ça, moi aussi, je suis un être humain, donc ça nourrit ma motivation, c'est de résumer en un mot votre état d'esprit dans le chat. Et après ça, on va bientôt conclure et on fera le micro ouvert. Super. Bah, merci beaucoup pour tous ces retours hyper… voilà, moi, ça me motive, ça me booste bien. Et si vous souhaitez mieux appréhender un peu la dimension psychologique dans la transition, je vous invite à participer à la Fresque des Nouveaux Récits, puisque c'est vraiment, moi, c'est aussi ça donc, que j'ai entre guillemets, créé l'expérience avec Alexis Klein. C'était pour y mettre un peu toutes ces choses-là, ces questions psychologiques, sociologiques, etc. Et donc, un grand merci pour votre attention.